Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, un vaste réseau de trafic de carburant frelaté démantelé dans le Mungo. Des dizaines de bidons de ces produits pétroliers contrefaits ont été saisis par les éléments de la gendarmerie nationale. Dans le département du Mungo, l'activité illégale prospère, exposant ainsi la vie de nombreux usagers à de graves dangers. La société civile dénonce de graves entraves au processus de décentralisation au Cameroun. D'après Transparency International, plusieurs projets sont initiés dans plusieurs localités en prise en compte des doléances des populations. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Sur la route nationale numéro 5, l'axe Douala-Bafoussam, vous l'avez certainement remarqué, la vente du carburant frelaté a le vent en poupe. Ces produits pétroliers contrefaits sont très souvent exposés sur des comptoirs devant des domiciles, mettant ainsi en danger la vie des usagers. L'activité prospère aux yeux et au su de tous. Les populations interpellent le gouvernement qui peine à reculer le phénomène. Le reportage de Cyril Ndjemba, Isabelle Carole Zoupet. La vente du carburant frelaté, une activité qui gagne du terrain dans la ville de Ndjombe dans le département du Mungo. Sur les trottoirs, dans les domiciles, garages et tout le long de cette partie de la nationale numéro 5, l'on retrouve sur des comptoirs ce carburant d'un autre genre. Sa qualité douteuse, son mauvais conditionnement et les multiples dangers auxquels sont exposées les populations n'empêchent en rien que la vente du carburant frelaté demeure ici une pratique courante. Tout le monde a vu ce qui s'est passé à Tchang. Donc il suffit qu'un fumeur passe lorsqu'il est en train de servir son truc frelaté là et puis boum. C'est un danger dans la République. Même pas seulement pour nous dans la République. C'est un danger. Les consommateurs évoquent des raisons économiques et la distance qui les sépare des stations-service dans la zone. Des arguments battus en bref par des mécaniciens qui mettent en garde ses utilisateurs. Le carburant vendu au quartier, on sait bien que ce n'est pas un bon carburant. Mais les gens s'en donnent à ça parce que parfois ils disent que c'est moins cher. Or, le carburant qu'on vend à la station, c'est le meilleur des carburants. Le carburant qu'on vend au bord de la route, là, d'abord ça nuit de moteur. À l'instant, tu ne peux pas comprendre, mais au fur et à mesure que tu es en train de consommer tout le temps, quand ça va mieux te monter sur une seule fois, le moteur tombe à part. Et c'est donc la raison pour laquelle moi je conseille tous les chauffeurs de carburer à la station. Que la station, là tu es parfait, tu connais une station que tu carbures là-bas, tu n'as pas de problème. Les populations s'indignent du silence des autorités face à ce danger qu'ils côtoient en permanence, bien connu de ceux-ci. Le gouvernement qui peut se décider, nous-mêmes que nous consommons même cela, on ne peut pas se décider. Si le gouvernement se décide aujourd'hui que ça va finir, ça va finir. À Ndjombe, comme dans plusieurs autres villes du pays, le phénomène prend de l'ampleur. Et ce, malgré l'intensification de contrôle de qualité de l'ensemble des produits pétroliers par les autorités. D'ailleurs, cette fraude et pollution des produits pétroliers font perdre environ 50 milliards de francs CFA à l'économie camerounaise. Et sur les traces de ces vendeurs des produits pétroliers issus de la contrebande, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Mbanga dans le département du Mungo ont démantelé un vaste réseau de trafic de carburant frelaté. Plusieurs bisons de ce combustible ont été saisis au cours d'une opération coup de poing. Le reportage d'Innocent Wabega et de Vivien Tonfac. Derrière ce pick-up, stationné à la compagnie de gendarmerie de Mbanga, une vingtaine de bidons de carburant frelatés. D'autres sont exposés dans la cour. Il s'agit là du butin ramené par le capitaine Jean-Cyril Fono et ses hommes au bout d'une journée de lutte acharnée contre une activité à la fois illégale et dangereuse qui fait perdre d'importantes devises à l'État du Cameroun et qui a déjà coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes. Mis au courant de cette importante prise, le délégué départemental du ministère de l'eau et de l'énergie pour le Mungo est allé saluer les efforts consentis par les éléments de la gendarmerie. La compagnie de gendarmerie, une fois de plus, vient de frapper un grand coup en mettant hors état de nuire ce fraudeur de carburant frelaté. Ces différents acteurs ont convenu d'une stratégie commune
qui leur permettra de densifier le combat dans l'optique d'éradiquer en Mbanga la vente et la circulation du carburant frelaté. Le stock déjà saisi devrait être acheminé à Douala. À présent, les images de celui qui a été réélu récemment à la tête de la Chambre haute du Parlement, Marcel Niat Difendi, donc est apparu présentant quelques signes de fatigue. Quasiment après un an d'absence, le président du Sénat a donc été réélu et a donc signé son retour parmi ses collègues parlementaires. Malgré son état de santé, il a donc tenu à prononcer un discours de circonstance. Niat Difendi a donc remercié le président national du RDPC ainsi que ses camarades du parti pour la confiance renouvelée en sa personne. Il a donc pris l'engagement de se montrer digne de cette confiance. Marcel Niat Difendi a été réélu, faut-il le préciser, avec 85 voix sur 93 votants. 8 bulletins nuls ont été enregistrés. Toute autre chose à présent, le mauvais état des routes, ponts endommagés et manque d'eau sont entre autres problèmes que rencontrent les populations des villages de Bodmakak dans le département du Noaikele, région du centre. Récent, le nouveau sous-préfet de cette unité administrative est allé donc vivre de près le calvaire de ces populations lors d'une tournée de prise de contact. Le reportage de Joël Niem, Flavien Valondongo. L'arrondissement de Bodmakak, dans le département d'Union et les régions du centre, est malade. Des villages parcourus par le nouveau sous-préfet ont chacun une kyrielle de problèmes. Nous pensons que vous avez senti le bon goût de cet enclavement sur le tronçon qui nous relie à Manoyo. Le village d'Nkoumse est abandonné à lui-même, voire rayé de la carte du département. Le village est doté d'un seul point d'eau qui est tombé en panne. Les lettres d'aménagement adressées à la commune de Bodmakak sont restées lettres mortes. Le mauvais état des routes, des ponts endommagés, pire encore, l'absence d'eau potable et de l'énergie électrique sont des manquements qui constituent le malheur des villages Koumsi, Lelep 1 et bien d'autres de cet arrondissement. L'obscurité rend davantage nos mentalités plus obscures. Le village éloigné des autres centres de santé ne dispose rien pour la prise en charge des cas urgents. Notre CES et notre EM, école maternelle, ont été créés et ouverts en 2009. Jusqu'à ce jour, ne bénéficient d'aucun bâtiment. Le sous-préfet de Bodmakak, durant sa tournée de prise de contact, a bien consumé le calvaire que vivent les populations des différents villages de son unité administrative. Nous pensons avoir touché du doigt notre arrondissement aujourd'hui, toutes les difficultés que vivent nos populations, notamment l'enclavement criard, les difficultés de commercialisation du cacao, l'absence au poste de certains agents publics affectés dans les villages. Le patron administratif de cette unité s'est engagé à apporter, avec le concours des élus locaux, des solutions aux multiples problèmes que connaît l'arrondissement de Bodmakak. Le conflit avec les arrondissements voisins à Bodmakak trouvera sans doute une solution, a-t-il ajouté. Et la société civile dénonce de graves entraves au processus de décentralisation au Cameroun. De nombreux projets sont initiés sans avoir consulté les populations. D'après Transparency International, c'est une violation des textes de loi en vigueur au pays. Conseillers municipaux, acteurs institutionnels ont été formés sur l'importance de la participation de la population à la gouvernance locale. Joël Essengue à Cyril. École construite par-ci, un pont érigé par-là et bien d'autres projets qui voient le jour sans l'aval ou le consentement des populations. La loi sur la décentralisation est pourtant claire. Les populations ont le droit de savoir ce qui se passe dans leur localité. Sur la base des articles 40 et 41 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, les populations ont ce droit de prendre part à la gouvernance locale. Face à ce manquement qui plombe le processus de décentralisation au Cameroun, la société civile tire la sonnette d'alarme. Yaoundé abrite un atelier sur la participation citoyenne des populations à la gouvernance locale. On parle maintenant du développement participatif.
Donc il faudrait que les uns et les autres soient au parfum de ce qui se passe dans leur municipalité, depuis même la diaspora et les populations locales sur place. Mais au-delà d'une simple participation, l'administration locale doit se sentir redevable vis-à-vis des populations. Pour cela, elle doit faire preuve de transparence dans la gestion. Il est question pour nous de développer cette culture, la culture de la redevabilité, la culture de la transparence et de repousser la culture de l'opacité. Et ce projet est très important parce qu'il est à la fois novateur et c'est un projet qui, nous le pensons sincèrement, s'il est mis en œuvre dans toutes ses dimensions, permettra aux populations de participer effectivement à la gestion locale. Une application est créée afin de permettre aux citoyens de s'imprégner des projets mis en œuvre dans leur localité. Lookout Transparence, c'est le nom de l'application. Elle contient des éléments du plan d'investissement annuel que le citoyen peut consulter. Sur la base donc de ce plan d'investissement annuel, le citoyen saura exactement ce qui est attendu dans la commune. Il aura l'opportunité donc d'aller suivre sur le terrain ce qui se passe et de revenir donc dans l'application, dire ce qui a bien marché et dire ce qui n'a pas bien marché. Promotion de la transparence et de la redevabilité dans la gouvernance locale par la participation citoyenne et l'utilisation des techniques novatrices. Le projet est initié par Transparency International Cameroun. Il est actuellement mis en œuvre dans les régions du centre, notamment à Monatélé, et du sud-ouest dans les communes de Limbe 1, 2 et 3. Et parlons à présent de la lutte contre les changements climatiques et de même la pollution de l'environnement. Ces fléaux préoccupent la société civile. Elle vient de lancer une campagne dans le but de sensibiliser les populations sur la nécessité du recyclage des ordures ménagères, de même que le reboisement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le reportage de Marcelin Ganson. Des tas d'immondices qui jonchent les rues, remettant sur la table la problématique de la gestion des ordures et autres déchets, notamment plastiques. Voilà qui pose le problème de la séparation des ordures par type, encore appelé tri sélectif. Les dépôts sauvages que nous observons, ça et là, si à ces points, l'ordure arrivait séparée, nous n'aurons plus cet tas d'immondices du tout. Ceux qui sont spécialisés dans le recyclage du plastique viendront tirer du plastique. Ceux qui ont besoin du papier viendront prendre du papier pour en faire des avions d'œufs. Ceux qui ont besoin de déchets organiques pour faire du charbon écologique viendront uniquement récupérer ce qui les concerne. Mais quand c'est un tas d'immondices, ça devient difficile puisqu'on ne sait pas ce qu'on va trouver dans ces tas d'ordures. Comme les autres, apprenons dans nos maisons la séparation des ordures par type, qu'on appelle le tri sélectif. Cette question préoccupe l'ONG, Eau, Énergie et Développement Durable, autant que celle liée au réchauffement climatique, qui constitue aujourd'hui l'un des principaux défis de l'humanité. Face à l'augmentation à l'échelle mondiale de la température moyenne des océans et de l'atmosphère, du fait des émissions excessives des gaz à effet de serre et de l'incapacité d'absorption des océans, ne devons-nous pas alors œuvrer, chacun à sa manière, pour limiter le réchauffement de notre planète, celui de notre habitat commun? Ne devons-nous pas tous agir pour limiter ce réchauffement à 1,5 degrés Celsius, comme le préconise l'actuel secrétaire général de l'ONU? Face à ces défis, l'ONG Eau, Énergie et Développement Durable opte pour la sensibilisation à travers la dizaine écolo qui se résume en 10 jours d'action concrète sur le terrain. Il s'agit de 10 jours de sensibilisation à travers les réseaux sociaux, le terrain, le porte-à-porte, sur le thème de la gestion durable de l'ordure ménagère, le tri sélectif ou la séparation par type des ordures ménagères et le recyclage ou valorisation, revalorisation des déchets. Une campagne spéciale de reboisement est lancée. Nous demandons à tous de planter des arbres, un arbre floral, un arbre forestier ou fruitier. Reboisons chaque fois avec les enfants en groupe. Montrons-leur ces éco-gestes. Apprenons à recycler les eaux usées. Qu'il s'agisse de la lutte contre le changement climatique, que celle relative à la pollution, elle interpelle la communauté tout entière. Chacun devant jouer à fond sa partition pour tout au moins réduire les impacts de ces phénomènes, à défaut de les éradiquer.
Et dans ce journal, parlons de cet hommage rendu à Bernard Djonga à Yaoundé. Ses qualités de meneur d'hommes et de citoyens exemplaires ont été exaltées au cours donc de cette cérémonie d'hommage. Elle a donc permis à tous ceux qui ont connu l'ingénieur agronome de partager la vision qui était la sienne dans le champ politique ou encore agricole. Bernard Djonga aura marqué les esprits et inspiré bien de personnes. Le reportage de Marcelin Gansop et Rodrigue Wengasti. Voici exposé un condensé de ce qu'aura été la vie de Bernard Djonga. Une vie de combat acharné contre les inégalités sociales, la lutte contre l'insécurité alimentaire, le respect des droits humains et particulièrement des minorités et autres couches vulnérables de la société. Une vie au service de l'humain tout court et la pluie de témoignages qui arrose cette journée d'hommage l'atteste à suffisance. Bernard Djonga était un véritable citoyen camerounais, le prototype, le modèle de citoyen camerounais qui travaille pour son pays, qui travaille avec tous ceux qui viennent de toutes les parties du Cameroun, de manière à rassembler une expertise qui peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Bernard était extrêmement têtu et c'était la têtutesse des visionnaires. Il a réfléchi, il a une vision claire, il sait où il veut aller et arriver à le dévier de cela, c'est extrêmement difficile. Je travaille sur ces questions depuis presque une trentaine d'années et je ne connais pas de gens qui aient cette expérience, cette capacité à comprendre les questions de développement, comprendre le monde rural, mais aussi comprendre comment la politique nationale et internationale influence ce qui se passe au niveau local. Que ce soit dans le cadre de la dénonciation des détournements au programme Maïs ou sur le terrain de la lutte contre les poulets congelés, Bernard Djonga a fait montre d'un courage et d'un engagement qui ne lui ont pas toujours été favorables. Pourtant, l'ingénieur agronome est resté droit dans ses bottes, acceptant de prendre des coups tant qu'il était sûr d'être sur le bon chemin et de mener un combat juste. Une force de caractère qui a marqué et inspiré plus d'un. Bernard n'aimait pas les carcans, les étroitesses, les modèles tout faits. Il s'en échappait allègrement. Et vous pouvez comprendre pourquoi très facilement il pouvait enclencher une démarche comme la création d'une association. Une association comme le Sahel se crée avant la promulgation de la loi sur la liberté d'association au Cameroun. Et Bernard était particulièrement attaché à la transparence dans la gestion, ce qui lui a valu certainement d'avoir beaucoup de supporters, comme on le dit, mais également des personnes qui n'appréciaient pas ces nombreuses dénonciations. Décédé le 21 février à 66 ans, Bernard Djonga sera conduit à sa dernière demeure samedi prochain à Bangwa, dans la région de l'Ouest. Il laisse plusieurs chantiers inachevés, mais surtout le souvenir d'un homme qui a marqué son temps sur le champ politique, économique et social. L'actualité hors de nos frontières à présent, la campagne électorale en vue de la présidentielle de ce dimanche s'achève ce vendredi à minuit au Congo-Brazzaville. C'est dans la capitale que la majorité des candidats ont fait leur démonstration de force. Ambiance dans le camp de l'opposition avec nos envoyés spéciaux Eric Watat et Gladys City. C'est à l'esplanade de la mairie de Mongali, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, que le candidat de l'opposition, Mathias Zong, a tenu son dernier meeting de campagne. Ici, ses partisans font appel aux ancêtres à travers des rites pour garantir la victoire à leur candidat. D'entrée de jeu, Mathias Zong évoque le sort réservé aux prisonniers politiques, anciens candidats à l'élection présidentielle au Congo. Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa. C'est ça, non? Nous avons toujours demandé les libérations inconditionnelles. Et je le répète, il faut qu'ils soient libérés. Participer à une élection présidentielle, ce n'est pas un délit. C'est l'expression de la liberté. S'il est élu président, il annonce de vastes réformes durant ces 100 prochains jours à la tête du pays. Je vous dis, et j'ai pris la responsabilité, c'est un devoir national qu'en 100 jours, nous allons rétablir l'équilibre essentiel. Vous avez compris? En 100 jours, l'argent va retourner au trésor, notre pays sera liquide, il aura les moyens et nous reprendrons les paiements courants. Guy Brice Parfait Kolela a quant à lui réuni ses militants à l'entrée du stade de Marchand à Brazzaville. Ses militants et sympathisants le considèrent comme Moïse
et il compte s'attaquer en priorité au chômage des jeunes s'il est élu président. Notre candidat propose la gratuité d'eau. Notre candidat propose le développement efficace placé sur une agriculture mécanique qui permettra la création de plus de 300 000 emplois. Les populations l'appellent Moïse parce que c'est le libérateur. Nous connaissons tous l'histoire d'Exode dans la Bible où Moïse avait délivré un peuple qui avait souffert pendant plus de 400 ans. Et comme le peuple congolais a souffert pendant 46 ans, nous pensons que c'est lui le libérateur qui doit emmener ce peuple vers la terre promise, qui est le bonheur du peuple congolais. Attendu à ce dernier meeting de campagne dans la capitale, Guy Brice Parfait Kolela ne s'est pas présenté. Les 7 candidats à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 ont eu 2 semaines pour étaler leur opération de charme auprès des potentiels électeurs. La campagne électorale achevée, la prochaine étape, c'est dans les bureaux de vote, dimanche dès 8h. Et pour la fin de sa campagne électorale, le candidat Denis Sassou Nguesso a tenu un meeting à Brazzaville. Il a rappelé les réalisations de son mandat passé malgré la pandémie de coronavirus. Il annonce également de grands chantiers avec notamment la construction d'un pont devant relier Kinshasa à Brazzaville. Une fois de plus, nos envoyés spéciaux, Carlos Minoui et Guy Zogo. À Brazzaville pour le dernier meeting de la campagne électorale de l'élection présidentielle de ce 21 mars, Denis Sassou Nguesso, tel le Rastignac de Balzac, s'est posé en une figure déterminée au-delà des fragilités de la capitale congolaise. C'est donc par la symbolique en transcendant la géographie éclatée de Brazzaville où l'on habite par affinité tribale que Denis Sassou Nguesso a choisi un point de rassemblement, le boulevard Alfred Raoul, une plate forte de la capitale où le Congo s'est souvent retrouvé. Évoquant le mandat qui vient de s'achever, le candidat a souligné les contrariétés auxquelles il aura été confronté. Au cours de cette marche en pleine crise, nous avons rencontré pas seulement le Congo, mais le monde entier, une autre crise plus grave, celle du coronavirus, qui a plombé les économies du monde entier. Néanmoins, après avoir listé les réalisations, malgré tout, il a énuméré les chantiers à venir. La République démocratique du Congo et le Congo, nous avons la mission de construire un pont route-rail sur le fleuve Congo. Nous allons lancer effectivement et mettre en œuvre l'assurance maladie universelle. Dès lors, pour Denis Sassou Nguesso, l'issue du scrutin de ce 21 mars ne fait plus aucun doute. Il n'y a plus de doute. Regardez, il n'y a plus de doute. À partir du 21 mars prochain, nous allons poursuivre ensemble la marche vers le développement. Ce sont les électeurs qui auront donc la tâche de confirmer cet optimisme bon teint du candidat Denis Sassou Nguesso. Sur le boulevard Alfred Raoul à Brazzaville, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Guy Zogo. Et pour refermer l'actualité hors de nos frontières, rendons-nous à présent en Tanzanie. C'est de l'inédit dans l'histoire politique de ce pays. Une femme est désormais aux commandes de ce pays d'Afrique de l'Est. Samia Hassan a prêté serment ce vendredi au palais de Dar es Salaam, la capitale, un acte fort qui survient après le décès du président John Magufuli. 7 jours de deuil national ont été décrétés en signe d'hommage au président décédé. Georges Mitterrand, Julien Berthe-Bissaï. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kwa desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. C'est désormais effectif. Samia Suluhu Hassan a prêté serment devant le juge en chef Ibrahim Juma au palais de la République à Dar es Salaam. Elle s'engage ainsi à respecter la constitution tanzanienne après le décès de John Magufuli à la tête du pays depuis 2015. De l'inédit dans l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Est qui compte 58 millions d'habitants. Applaudi par les dignitaires présents, Samia Suluhu Hassan, 61 ans, va présider aux destinées de ses concitoyens jusqu'en 2025, fin du mandat de John Magufuli, selon la constitution tanzanienne.
Originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, Samia Suluhu Hassan était déjà la première vice-présidente de l'histoire de son pays, depuis la cession au pouvoir de son prédécesseur. Après ses études universitaires en administration publique en Tanzanie puis à Manchester, elle débute sa carrière politique dans les années 2000. Elle est alors nommée membre du Parlement de Zanzibar par le parti présidentiel tanzanien, le CCM, toujours au pouvoir aujourd'hui. Et tout à côté au Kenya, le président Uhuru Kenyatta décrète 7 jours de deuil national en la mémoire de son homologue tanzanien, John Magufuli. S'adressant à la nation depuis le palais présidentiel, Uhuru Kenyatta indique que les drapeaux seront en berne dans tout le pays et toutes les missions diplomatiques à l'étranger jusqu'au soir des funérailles de Magufuli. Cette note en sport avant la fin de ce journal football. La légende mondiale et ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils, élevé au titre de docteur honoris causa. Cette distinction honorifique lui a été décernée ce jour par l'école de commerce de Lyon pour l'ensemble de ses œuvres dans son pays, le Cameroun, et même en Afrique. Créé en 1918, le doctorat honoris causa est en effet une marque de distinction offerte par une université ou une école à une personnalité ayant imprimé sa marque dans un domaine particulier. Samuel Eto'o-Fils est donc dit heureux de cette distinction qui, selon lui, va permettre de renforcer l'engagement de la Fondation Samuel Eto'o dans la promotion de l'éducation de qualité au service de l'épanouissement et du développement de l'Afrique. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et retrouvez dans un instant Serge Alain Autour et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir pour le débrief du journal. Et vous revenez justement sur la vente du carburant frelaté dans le département du Mungo ainsi que la saisie d'une dizaine de bidons de ces produits pétroliers contrefaits. Serge Alain. Voilà, justement, vous l'avez dit, hein, l'activité de vente du carburant frelaté, vous l'avez constaté de vous-même, madame, monsieur, l'activité a de beaux jours, continue à avoir de beaux jours devant elle, parce qu'on se souvient encore de ce qui s'est passé au niveau de la falaise de Tchan, Foréké-Tchan, le 27 janvier dernier, cet accident qui a causé la mort de plusieurs passagers d'un bus qui faisait la ligne Douala-Tchan et qui a entré en contact avec cette autre camionnette qui transportait des bidons. On avait dit des bidons de carburant frelaté, mais on n'est pas surpris que l'activité continue de prospérer dans le département du Mungo, à côté du département de la Ménor. Nous allons donc comprendre pourquoi ça continue de ce côté-là. Bonne soirée à vous, Nadine. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous. Bon week-end également. Rendez-vous vendredi. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief, toujours en compagnie de Serge Aimé Bikoy, Serge Gauthier, Onanina, Dibombari Mbok et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, c'est par vous que je commence. Je l'ai rappelé tout à l'heure, le 27 janvier dernier, c'était les mois, après cet accident au niveau de la falaise de Tchan, un bus gros porteur et une camionnette transportant justement des bidons de carburant. Elle fait beaucoup de morts. Un département, la Ménoire, à côté on a le département du Mungo. Et justement dans le journal on a vu que l'activité continue de prospérer de ce côté. On n'a pas tiré les conséquences. On a eu des beaux discours après cet accident. C'est justement cela qui nous gêne dans notre pays. On ne sait pas tirer les leçons lorsqu'il y a une catastrophe comme celle-là. Parce que on continue de vivre ça même dans la ville de Douala. Si vous prenez du côté dans la zone où on vend, si vous voulez, où on se ravitaille du carburant. SDP, c'est ça? Quelque part là, oui. Vous allez voir des jeunes gens vendre du carburant en bord de route. C'est-à-dire que les motos taximens se ravitaillent là-bas. Donc, à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on attend toujours qu'il y ait une situation? Peut-être qu'on prescrit une enquête. Jusqu'ici, je ne sais pas si l'enquête des cartons dont on venait de faire allusion a déjà été livrée. Honnêtement, qu'est-ce qu'il faut pour éradiquer ce phénomène? C'est facile.
Ça veut dire que ce n'est pas compliqué, il suffit d'aller couper le robinet à la source, et puis hop, il n'y a plus ça. Ça veut dire que qui ravitaille les vendeurs? Allons voir d'où vient le carburant frelaté. Si le robinet est fermé, le petit détaillant ne va plus vendre, et puis le résultat des courses, il va trouver un autre job à faire. Or, vous vous souvenez que quand il y a eu cette affaire-là ensemble en 98, on avait interdit de vendre cette affaire-là, mais ça fait déjà plus de 20 ans. On continue de vivre la vente de carburant en bordure de route. Et parfois même, je vais peut-être vous surprendre, les forces de maintien de l'ordre, les voitures des forces de maintien de l'ordre, s'ils ravitaillent. Donc ça veut donc dire qu'il y a complicité. Comment ils n'ont pas de soutes? Je vous dis, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça dit que les soutes sont là, mais comme les vendeurs savent que les forces de maintien de l'ordre viennent souvent les attraper, les gens les courses, donc, et ils ravitaillent les forces de maintien de l'ordre. Ça dit que ça ne souffre d'aucun doute. Ce n'est pas quelqu'un ne va pas me demander les preuves. Si les gens veulent les preuves, je ne vais pas aller montrer la loi ou j'ai déjà vu. Donc, honnêtement, il faut qu'on tire des leçons dans notre pays. Je veux bien que les gens se débrouillent dans les villes, mais sauf qu'il y a une débrouillardise à risque. Ça veut dire que quand ça prend feu, on paie des Camerounais. Le camion dont vous venez de faire allusion, on ne sait pas d'où venait le carburant. Quelqu'un nous a même dit que c'était un bon carburant, mais qui avait été mal transporté. On connaît le mécanisme de transport de carburant. Oui. Donc honnêtement, on connaît le robinet. Alors au robinet, on ferme, comme quand on nous coupe souvent là, on ferme une fois, et puis le vendeur n'aura seulement que les derniers bidons, et puis quand ça va finir, on s'arrête là. Vous avez également vu dernièrement, du côté des dés là-bas, on a vu le ministre des Mines qui est descendu à travers, avec le délégué régional des mines du littoral, où on a vu des bidons et des bidons. Le tenancier disait que c'était leur job, ils achetaient des bidons, même il ne sait pas trop. Voilà, il disait que c'était une perte pour lui. Voilà, il nourrissait des familles. Vraiment, allons questionner à la base. On dit chez nous, lorsqu'on a envie de soigner l'abcès, ça sert de poser le médicament sur l'abcès, il faut percer l'abcès et nettoyer avant de poser la mise le médicament. Serge Gauthier, on en est sur cette situation déplorable. Hein? Et ça continue de prospérer. Comment comprendre à peine 2 mois? Nous ne sommes même pas encore le 27 mars. On a pleuré, on a dit carburant, mais l'activité continue. Mais moi, je vais, Serge Alain, moi je vais procéder à une lecture globale. Il en va de la contrefaçon du carburant comme du poisson pourri, des balances qui ne sont pas bien réglées, du pain qui ne correspond plus à la norme. Quand on a donc tous ces indicateurs, de l'eau en sachet qui avait été interdite, mais qu'on vend à des endroits, sans compter celle qui est dans les bouteilles et qu'on conditionnait d'une façon extraordinaire. Alors, ça pose un problème simple. C'est un problème de management et de gouvernance. Parce que dans le management et de la gouvernance, si vous êtes incapable de proposer des solutions, on se retrouve dans un environnement dans lequel il y a du n'importe quoi. Chacun fait n'importe quoi. Pourquoi ça arrive? Les gens pensent que quand on est ministre à Yaoundé seulement. C'est-à-dire qu'on te dit, on a un délégué départemental, il fait la paperasse. Voici comment nos amis de la fonction publique travaillent. Quand vous commencez à leur dire, les jeunes n'ont pas de projet, les gens n'ont pas, ou fait même les projets, ils vous disent, les gens ne viennent pas au bureau. Mais j'ai envie de leur dire qu'il y a 2 techniques d'administration, de gouvernance. C'est-à-dire que lorsque les gens ne vont pas vers vous, vous êtes offensif, vous allez vers eux. Depuis que les ministres ont compris, oui, lorsque les ministres ont compris ça, que ça n'allait pas, pourquoi ils ne sortent pas de leur bureau? Pourquoi ils ne tapent pas les mains sur la tête de leurs délégués départementaux et régionaux? Et ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne voient pas le prix du pain, le poids du pain. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'entendent pas parler du maquereau, des choses qui sont pourries. Ils ne peuvent pas nous dire qu'eux-mêmes, ils passent par là. Ils passent par là. Serge Alain, la route de l'Ouest est l'une des routes les plus fréquentées. Et vous voulez qu'on dise tout ça? Qu'on dise que le pain, le poids n'est pas normal, les balances sont... On va dire que vous payez le Cameroun en noir. Surtout, vous êtes sur Equinox. Non, je ne dis pas, je ne peins pas le Cameroun en noir. Je parle de mon vécu. Non, on dit que vous allez vous monter mais des choses qui sont... Je suis désolé. Je suis peut-être surpris. On ne va non plus m'empêcher. J'appelle souvent ça le musellement de la pensée. Voilà. On est dans un monde dans lequel les gens doivent apprendre à accepter, primo, la contradiction.
Parce que la pensée unique est finie avec la chute du mur de Berlin. Oui. Elle est finie. Et même aujourd'hui, les gens de la démocratie, là, les gens veulent avoir... Non, il faut qu'on nous laisse dire ce... Moi, je vis ça. J'habite un quartier dans lequel la boulangerie qui ravitaille là-bas, certaines boutiques ne ravitaillent pas du bon pain. Et on est obligé de faire des centaines de mètres pour 1 kilomètre ou plus pour acheter du bon pain qui correspond à la norme. On ne va pas nous dire que le ministère du Commerce ne voit pas ça. On ne va pas nous dire que le ministre qui s'en va en week-end avec sa délégation ou bien parce que ils sont toujours dans les week-ends, dans leur village, ne passent pas, ils ne voient pas ça. Parce que c'est aussi ça. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un directeur général qui a fermé. Ben, c'est parce qu'il a fait un constat. Ça veut dire que même dans son cadre... On aurait dû faire comme. Voilà. Dans son cadre... quoi je ne veux pas citer parce que c'est une exception. Oui. Il faut qu'il le fasse de façon continue pour qu'on applaudisse. Parce que s'il fait ça et qu'il revienne refaire ça en 2025, ce sera un problème. Il faut qu'il le fasse. Non, il faut qu'il fasse ça lundi encore. Lundi encore. Oui, c'est-à-dire après aujourd'hui, il continue lundi. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit continu. Le ministre peut en passant, le délégué régional peut en passant appeler dans son téléphone et dire j'ai vu quelque chose de grave en passant dans son véhicule. Le délégué, dans son ministère, s'il n'a pas le numéro du délégué, on va appeler le délégué concernant, lui dire voilà. Et lui va venir en tremblant, en se disant je joue mon poste. Il faut que ce soit comme ça dans ce pays. Ok. Voilà justement, du Bombari Mbok. Avant d'aller à Bombari, on voit quand même. Absolument. On voit ce carburant-là qui est exposé. Des autorités passent par là. Bien sûr. On ne dit rien. C'est un problème de gouvernance, ça a été dit. C'est aussi un problème de complicité. Puisque j'apprends que les forces de l'ordre aussi s'y mêlent. Donc ça pose nous a surpris. Ça pose un sérieux problème parce qu'on ne s'attend pas nécessairement à avoir de ces connivences dans ce cadre-là, puisque c'est un problème de protection publique et il y a des décès dans ce type de situation. Alors moi j'ai envie de dire qu'il faudrait, au-delà des discours sur la gouvernance, avoir la culture aussi de l'audit, peut-être des processus. Parce que le peuple camerounais mérite certainement, à l'époque où nous sommes, ce qu'il y a de mieux. Parce que ce n'est pas les moyens qui manquent, c'est justement l'incurie, les détournements parfois qui créent ce type de situation. Et les complicités viennent avec cela aussi. Donc on ne va pas décrire débat après débat des faits que chacun sait observer. Il s'agit simplement de responsabiliser ceux qui prétendent être aux responsabilités et de dire que s'ils ne savent pas le faire, d'autres peut-être peuvent, justement les jeunes, peuvent peut-être amener de leur... Non, le président dit qu'on les prépare encore. C'est comme ça qu'on les prépare. On les prépare à la transition générationnelle. Non, il est temps peut-être de comprendre que le peuple camerounais souffre de ces manquements. Et il y a des morts au bout de ces manquements. Et il est peut-être temps, justement, de comprendre que c'est un mouvement global. Ce n'est pas simplement la description d'un fait de rue. C'est un régime, c'est un gouvernement qui a, de mon point de vue, montré ses limites, qui est à bout de souffle et qui tarde précisément à comprendre qu'il est peut-être temps de passer la main. Voilà. Serge Mabika, sur cette situation de carburant, on en parle. Il y a même des personnes qui ont dit tout est faux, hein, c'est au Cameroun. Faux CNI, tout est faux, tout est faux. Les liqueurs, c'est terrible, tout est faux. Le faux et l'usage du faux. Voilà. Dans une chronique sociale, j'ai appelé cela la malédiction de la contrebande, la malédiction de la contrefaçon. Question d'expliquer que nous sommes dans un contexte social où, véritablement, des individus ont la capacité de façon permanente à contourner la norme. Là, j'interroge le sociologue que vous êtes. Justement. Dites-nous, comment la société camerounaise arrive à s'adapter à... On est obligé de passer par ces voies et moyens-là pour survivre, entre guillemets. En fait, nous sommes dans la logique de l'acteur et le système. Parce que si on se réfère notamment à Michel Crouzet qui a théorisé la sociologie des organisations, vous constaterez que l'acteur a une capacité de contournement des normes, des règles et des valeurs qui sont préconisées par tout système. Ça se passe en famille, dans les ONG, dans les entreprises, dans les médias, de même que dans la macrostructure étatique. Vous avez donc des acteurs qui savent véritablement ce qu'est la norme, ce qu'est préconisé justement la valeur, mais veulent justement faire émerger d'autres contre-valeurs, d'autres contre-normes,
pour justement user du faux et appliquer le faux. Lorsque l'on fait par exemple référence à la malédiction des produits de la contrebande, tout récemment on parlait notamment des vins frelatés. Oui. Lorsque les enquêtes ont été menées, nous nous sommes davantage rendus compte qu'il y a des réseaux qui sont multiples dans la dynamique de fabrication de ces vins frelatés-là. Parfois même ce sont des personnalités insoupçonnables qui sont derrière. Bon, même si on ne peut pas davantage, on va vous dire, bon, citez-les. Mais vous allez vous rendre compte que ceux qui sont présentés devant la scène sociale, ce sont des dédons de la France. Oui. Mais derrière ces jeunes qui fabriquent ces produits frelatés, il y a justement un ensemble de barons derrière. C'est pour cela qu'il y a des problèmes de fond. Lorsque vous voyez par exemple ces caves de vin qui pullulent, non seulement dans les snack bars, les cabarets, c'est comme les ventes importées maintenant. Voilà. Hein. Vous vous rendez compte que... Les caves de vin, c'est comme les ventes importées. Effectivement, ça se trouve même dans les carrefours où véritablement... Ah, vous attirez notre attention. C'est pourquoi ça pilule maintenant? Ça pilule partout, dans les carrefours, dans les boutiques, dans les marchés, dans les ventes importées, dans les snack bars, les cabarets, les boîtes de nuit. Si vous n'avez pas la capacité à distinguer la graine de livret, vous allez tomber dans la nasse et acheter justement ce qui est frelaté. Donc c'est pour dire aujourd'hui qu'il y a une absence il y a un relâchement de l'appareil coercitif. Parce que... Oui, parce que il y a de temps en temps des actions spectaculaires de tel ministre. J'ai vu tout récemment le ministre du Commerce arriver dans le snack bar à Yaoundé pour justement saisir vous parlez d'actions spectaculaires. Actions spectaculaires, parce que là, on a l'impression qu'ils travaillent, alors qu'en permanence, il n'y a pas un suivi systématique. Il faut qu'il y ait un suivi et une évaluation de différentes actions. On parlait tout à l'heure de la décentralisation. Il ne faut pas seulement que c'est le ministre qui soit justement au cœur de cette action, mais que l'on voit les délégués départementaux, les délégués régionaux, pour contrôler systématiquement et régulièrement ces différents produits-là. C'est lorsque l'affaire a justement droit de cité que l'on se rend compte qu'il y a une certaine embuscade d'un ensemble de personnalités de la République pour justement contrôler ces différents acteurs. Or, en réalité, l'on se rend compte que il n'y a pas un travail qui se fait de façon régulière, de manière que l'on puisse davantage permettre de savoir que 3 mois après ou bien 6 mois après, voici les enquêtes qui ont été davantage faites de manière que l'on a pu traquer tel acteur ou bien tel autre. Donc, il faut véritablement que l'on puisse reficeler ce mécanisme de la gouvernance à telle enseigne que les uns et les autres puissent véritablement travailler, parce que c'est une question de responsabilité collective. Les petits et les grands sont justement au cœur de ces réseaux de la contrebande. Voilà, Dibombari, on revient donc, on vous a coupé, hein, oui. Heureusement, avant le 20h de Nadine Yambou. Vous vouliez répondre à Raphaël Ndougou qui disait que si votre parti avait participé au double scrutin de février 2020, les 30% que réclame Serge Gauthier Onanina, s'il y avait 30% d'opposition, par exemple, c'est-à-dire d'autres, Jean-Michel Ninche, beaucoup de choses, à son avis, ne seraient pas comme on voit aujourd'hui. Comme je l'ai rappelé, j'ai dit que les motifs pour lesquels le MRC n'est pas allé à ces élections est connu. Le boycott a été motivé par plusieurs faits, notamment, pour ne citer que la question de la guerre en Nosso, oui. qui a laissé sur le banc justement une part essentielle de la population camerounaise. Donc il n'est pas question pour nous de participer de cela, parce que c'est comme une fuite en avant aussi, il faut le dire, et les conditions même d'une élection transparente n'étaient pas réunies. Donc on ne va pas refaire l'histoire, mais enfin c'est quand même ça. Ce sont quand même les motifs qui ont décidé, les dirigeants de parti à opter pour le boycott, qui était d'ailleurs un boycott suivi par le peuple camerounais. Donc c'est pas comme si les Camerounais n'ont pas compris cette démarche. Voilà. Ensuite, il faut dire que c'est une légende de croire que dans une assemblée comme celle qu'on observe au Cameroun depuis, je vais dire, les soi-disant indépendances, il peut y avoir un parti politique qui aurait comme ça à peser de son poids sur des décisions. Non, on n'a jamais réellement vu cela, parce que le jeu politique est déjà faussé dès le départ. Jeu politique faussé par les conditions qui permettent d'avoir accès précisément à la position de député. Donc, nous, on estime, et je pense avec d'autres, qu'il n'est pas dans la démarche au MRC d'accompagner
de RDPC dans tout ce qu'il souhaite faire du Cameroun, et on voit les résultats aujourd'hui. Il est plutôt question pour nous de proposer aux Camerounais une alternative crédible. C'est le travail que nous conduisons déjà depuis quelques années, et je pense que les Camerounais le comprennent bien aisément. Et les partis politiques qui ont choisi justement la politique de l'accompagnement aujourd'hui, ils sont bien muets. On ne les entend pas trop non plus dans cette assemblée, malgré les promesses qu'ils ont pu formuler à l'époque où ils décidaient d'aller aux élections. Donc il est quand même important d'avoir ceci en mémoire, de dire que nous sommes encore dans la description des problèmes des Camerounais. La situation politique au Cameroun n'a pas dramatiquement changé depuis le temps. La preuve, c'est que aujourd'hui encore, il est question de parler d'un débat inclusif pour ce qui concerne un dialogue inclusif pour ce qui concerne les problèmes qui datent déjà depuis 5 ans. Donc on ne peut pas faire comme s'il y a un Cameroun qui fonctionne et un Cameroun qui tarde à rejoindre la grande famille. Donc nous devons remettre toutes ces questions à plat, et les moyens de le faire sont connus. Il s'agit notamment de revoir le système électoral et de régler une bonne fois pour toutes la question de la crise au Nosso. Voilà, Serge Gauthier, Serge Mebikoy plutôt. Je reviens sur le poste de président du Sénat. Deuxième personnalité du Cameroun, et il y a cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait le détail, Marigo Mboua, Salomon Tandem-Mouna, Fonkachan Lawrence, et depuis 92, Cavaillé Yégué Tibril, deuxième personnalité, avant qu'on mette en place le Sénat. Est-ce que un président du Sénat anglophone, cette situation, cette hypothèse peut contribuer à commencer un début, ça peut être un début de solution pour la crise anglophone? Si hier, du côté à Yaoundé, on avait élu un anglophone, on avait placé un anglophone à la tête du Sénat. Le problème ne réside pas dans le changement ou bien dans la mutation des équilibres sociologiques. Le problème de fond est éminemment politique. Serge Mebikoy, oui, on a souvent reçu des invités ici, nos Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest, qui disent qu'ils ont été floués et que le président, après un président francophone, d'un président anglophone. Lorsque vous regardez, le président de la République, c'est un francophone, président du Sénat, un francophone, président de l'Assemblée nationale, un francophone, arrive enfin le Premier ministre, qui est un anglophone. Est-ce qu'un président du Sénat, hier, cette situation aurait pu désamorcer quelque part d'abord? Je vous comprends parfaitement. Nous sommes là dans la réflexion sur des éléments de fond. Parce qu'il y a le fond et la forme. Ce que vous relevez là... Et je veux ajouter, on a retiré, parce que Fonkachan, c'est depuis 92. Oui. Il est parti en 92. Oui. Donc un francophone a pris le président francophone, le président de l'Assemblée nationale, francophone aussi. Un problème. Si aujourd'hui il y a une volonté politique visant davantage à changer de manière systématique la mutation des équilibres sociaux, parce que tout est parti des changements institutionnels et de la démission telle que je l'ai relevée à l'entame de cette émission. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait en amont une volonté politique visant davantage à changer ces rééquilibres sociologiques. Parce que on a le Grand Sud qui est aujourd'hui, qui pilote la présidence de la République, le président de la République Paul Biya. On a aujourd'hui le Grand Nord, Cavaillé Yégué Tibril, qui depuis 29 ans est à la tête de la Chambre de base du Parlement camerounais. Aujourd'hui, la zone anglophone qui contrôle la primature. Si maintenant, en amont, le chef de l'État se décide à changer ou bien à renverser ce jeu des équilibres sociologiques, je pense que ce sera l'entame d'une réflexion pour voir dans quelle mesure on peut maintenant débattre de fond en comble des problèmes relatifs à la crise politique et sécuritaire. Parce qu'en réalité, des discriminations aujourd'hui qui sont relevées ne se focalisent pas sur des éléments accessoires en termes sociaux, en termes économiques, mais le problème est éminemment politique. Il faut toujours le relever. Parce que c'est un problème de la refonte de l'État. Il y a là la coexistence d'un ensemble de grilles de lecture. Vous avez les fédéralistes, vous avez les sécessionnistes, vous avez les décentralistes,
vous avez les régionalistes. Si donc, aujourd'hui, l'État qui a opté pour l'État unitaire décentralisé, ça ne va jamais rencontrer l'assentiment de ceux qui veulent aujourd'hui le sécessionnisme et de ceux qui veulent par exemple le fédéralisme. C'est pour cela qu'il y a toujours ces pesanteurs qui sont observés sur le terrain. Moi, je pense que en actionnant le levier de la réflexion sur la refonte de l'État, c'est ça qui va permettre aujourd'hui de savoir véritablement que l'on peut davantage avancer dans la dynamique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, le problème anglophone reste et demeure entier. On a l'impression que de temps en temps, il y a une certaine relative accalmie. Mais après, on aperçoit les violences dans telle aire culturelle, bien dans telle autre. Moi, je pense que le débat de fond reste essentiellement politique, portant notamment sur la refonte de l'État. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si l'on n'arrive pas davantage à créer une nouvelle dynamique de dialogue entre les différents protagonistes, de manière, c'est pour cela que de temps en temps, d'autres grilles de lecture et conjectures visent davantage à ce qu'il y ait un nouveau dialogue social, un nouveau dialogue inclusif. Question d'intégrer ces protagonistes qui sont aussi bien ici à l'intérieur qu'à l'extérieur pour justement débattre de fond en comble de la crise anglophone. Mais maintenant, ces débats de changement des personnalités, ce sont des débats formels, alors que le fond va rester et demeurer. Parce qu'en réalité, il faut débattre sur la question éminemment politique portant sur la refonte de l'État. Alors, moi, je voudrais, avant de vous répondre, réagir par rapport à ce que M. Dibombari a dit, parlant de ceux qui vont aux élections sont des accompagnateurs. Moi, c'est un mot qui me gêne parce que quand je fais la politique, je la fais pour le Cameroun. Et ce n'est pas parce que vous refusez de candidater que parce que l'autre a candidaté est devenu ce qu'il est. Il est un accompagnateur parce que ça ne vous convient pas. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à respecter les choix des autres, à apprécier ce qu'ils font, sur la base de ce qu'ils font, et non pas sur la base de ce qui vous déçoit et vous énerve vous. Sinon, vous ne faites plus de la politique pour le Cameroun, vous faites la politique pour vos intérêts, c'est-à-dire si vous n'êtes pas là, rien ne marche. C'est très dangereux pour la cohésion nationale. Quand j'ai fini de le dire, je reviens à votre préoccupation. Oui, Serge Gauthier. Cette préoccupation également me gêne. Pourquoi? Parce que la communauté anglophone, comme excuse de l'appeler comme cela, les populations du Nozo et du Nozo, donc du nord-ouest et du sud-ouest, ont un problème de légitimité par rapport aux personnes qui dirigent. Oui. Qu'est-ce qui nous prouve donc que si c'est un anglophone qui est président du Sénat, le problème va s'éteindre du moment que ils ont posé un problème réel du déni de légitimité de tout ce qui leur ont souvent été envoyé. Je pense que le problème de fond se pose dans la gouvernance et dans la capacité à redistribuer la richesse et d'en bénéficier. Ils estiment que par rapport à la zone francophone, il y a des aspects sur lesquels ils ne sont pas en avance ou au même pied d'égalité. C'est cela. Moi, on pourrait leur poser la question de savoir, le débat peut porter sur la personnalité politique, ça peut poser également sur être celui d'une unité de la langue nationale. Est-ce que le fait qu'on change de langue nationale va résoudre le problème? Si on a une langue camerounaise, est-ce que ça va résoudre le problème des frustrations en matière de développement? Vous comprenez que dans cela, il y a plusieurs problèmes dans un. Tantôt, ils vous disent que le problème est éminemment politique dans la répartition des postes. Voilà. Tantôt, ils vous disent que c'est une question de redistribution de richesses. Il faut donc que le problème soit donc clairement posé en plusieurs phases pour que ceux qui sont des interlocuteurs... J'ai voulu qu'on aborde aussi la redistribution des postes. Voilà. Moi, ça veut dire que les autres revendications existent aussi. Hein, elles existent. Voilà. Maintenant, ça va poser donc le problème de légitimité. Si on prend là un président du Sénat qui ne les arrange pas... Qui est dans le RDPC? Par exemple, oui, vous allez comprendre et vous ne voyez pas le système en train de leur proposer un président du Sénat qui soit de l'opposition. Oui. Il va encore se poser un débat, on ne le reconnaît pas comme étant légitime. Exact. Vous comprenez, c'est pour cela que le problème des individus et des postes doit être évacué au profit de la capacité à ce que la richesse soit redistribuée équitablement et égalitairement, quel que soit celui qui gouverne ou qui est aux affaires.
Voilà l'enjeu. Raphaël Ndougou, l'exhibition des postes. Oui, je sais. Permettez, oui. Bon, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Non, dans leur revendication, au début de cette crise, ils avaient relevé. Ou un anglophone, président de l'Assemblée. Ils avaient relevé ça. Oui. Et le président a expliqué ils veulent des postes. Le président a expliqué, le président de la République avait expliqué que c'est le poste de Premier ministre a toujours été un poste qui appartient, comme on va dire entre guillemets, aux anglophones. Maintenant, eux, ils estiment qu'ils veulent une deuxième personnalité. Peut-être. Ils veulent la deuxième personnalité. Voilà. Peut-être. C'est pourquoi j'ai dit président du Sénat. Entre les deux chambres, si on changeait, même si on va résoudre, pas que même si tous les autres problèmes seront résolus, mais si on changeait un peu, ça pourrait aussi calmer, qui sait. Même si c'est que on veut absolument certaines demandent la sécession, d'autres le fédéralisme, mais on pouvait quand même choisir de mettre quelqu'un qui est de cette partie du pays, peu importe sa chapelle politique, mais beaucoup plus du RDPC, parce que le RDPC qui est majoritaire. On aurait dû le faire au Sénat ou alors à l'Assemblée nationale. Beaucoup plus au Sénat. Mais maintenant, plus au Sénat. Oui, puisqu'ils avaient revendiqué ça. Le président avait pris la parole pour expliquer que le poste de Premier ministre appartenait depuis des années, après le changement que a indiqué Serge Léopold. Donc, à ce niveau, ils ont bien expliqué qu'il y a d'autres problèmes. Est-ce que c'est le choix des hommes? Mais à partir du moment où on commence quand même à trouver des solutions aux problèmes posés. Vous vous souvenez également qu'ils avaient posé le problème, par exemple, des grandes écoles. Ils disaient qu'ils avaient un faible taux. C'est-à-dire que, par exemple, les NAM, que quand on enseigne beaucoup les NAM, ceux qui sont anglophones, même si je ne suis pas totalement d'accord avec ça aujourd'hui, parce que nous avons les enfants qui font donc cette section, et nous qui sommes de la partie sud, on envoie nos enfants pour aller à la section anglophone. Donc ce problème-là n'est pas véritablement un problème qu'on va prendre à ce niveau. Mais je crois, pour répondre à votre question, que je crois que si hier on avait choisi une personnalité, un sénateur, pourquoi pas? Au niveau de la symbolique, c'est pourquoi j'insiste. Pourquoi pas? Président du Sénat, on dit deuxième personnalité du Cameroun. Je crois que le président du parlementaire au Sénat est bien connu. C'est une autre personnalité qui elle a déjà été Premier ministre. Je crois que c'est le sénateur Peter Mafane Moussombe. On aurait dû, pourquoi pas? Juste pour essayer. Il devait revenir, lui. Pourquoi pas? Okay. Non, le problème c'est que si vous restez au niveau des symboles, les symboles sont des éléments, comme je disais tantôt, formels. Parce qu'il y a un problème de légitimité et de représentativité. Oui, comme a dit Serge Gauthier. Là, on participe à désigner quelqu'un qui appartient au parti au pouvoir. Voilà. Ceux qui sont dans la composante des opposants ne vont pas se reconnaître dans cette personnalité. C'est pour ça qu'il y aura toujours des fractures en termes de discrimination, en termes de non-reconnaissance, en termes de disqualification. On va dire, bon, oui, on a seulement changé, c'est un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire que on enlève Marcel Nifmedi, on positionne par exemple Peter Mafani Moussongwe, qui appartient au LDPC, mais qui n'est pas légitime dans la communauté anglophone. Voilà. Bon, on n'a pas encore dit, c'est possible. On n'a pas dit qu'il est illégitime. Mais sauf que, restons sur la question de Serge Alain. Est-ce que si on le faisait, peut-être ça ne pourrait pas calmer une partie de ceux qui revendiquent là-bas? C'était un des problèmes majeurs. Ils se sont dit, et lui-même il a fait, si bien fait de citer, je crois que c'est le premier ministre arrivé en 5e. 4e. À 4e ou 5e, parce que je crois qu'il y a le Conseil économique et social aussi. Non. Bref, 4e personnalité. Donc, du coup, on pouvait le faire. Ne serait-ce que pour essayer de calmer avant de voir la suite. C'est pour voir la suite, c'est-à-dire que la grogne qui devait naître. Les autres problèmes. Devait naître que, bon, c'est. Il y a un problème de fond que vous ne voyez pas en 30 secondes. Dans un État, dans une architecture comme l'État, c'est l'exécutif qui tient tout. Et le Premier ministre est au cœur de cela. S'il a une bonne odeur de sainteté avec le président de la République, peut orienter beaucoup de choses sur lui. Oui. Parce que c'est lui qui décide. Les autres ne votent que les lois. Non, pas le même regard, non pas la même vision. C'est important à savoir. Effectivement, le président avait expliqué cela. Parce que le Premier ministre a un champ de pouvoir. Oui, de champ de compétences qui est totalement, je veux me dire, au-dessus de la deuxième personnalité. C'est-à-dire que la deuxième personnalité est là connue, mais le Premier ministre peut dire à un sous-préfet de X arrondissement, fait comme ça. C'est difficile, parfois on peut ne pas répondre directement favorablement à ce que le président de l'Assemblée ou le Sénat va dire au sous-préfet.
Merci Di Bombari, on va sortir de l'émission. Voilà. Vous voulez répondre à Serge Gauthier aussi également. Et dire deux choses concernant les noms qui sont énoncés ou la manière de concevoir. Oui, surtout la manière, pas forcément les noms. Parce qu'en réalité, c'est bien un problème de représentativité, de légitimité également. Bon, je pense qu'on l'a compris, parce que le cœur du problème, c'est la question de la forme de l'État au Cameroun qui doit se poser, parce que réellement, il y a des choses qu'il faudrait considérer de ce point de vue-là. Alors, concernant la remarque de notre Serge Gauthier, tout à l'heure, moi je ne connais pas de spectateurs qui se réjouiraient d'assister à un match où l'arbitre et l'équipe sont de connivence. C'est-à-dire que on veut bien participer à des élections, mais quand les règles ne sont pas les mêmes pour tous, on a beau s'égosiller, on a beau participer à ce jeu, en réalité nous sommes en train de cautionner une fraude. Il faut quand même se dire une chose clairement, que soit on fait de la politique honnêtement, soit on civilise la scène politique au Cameroun et les règles sont les mêmes pour tous, soit on accepte d'accompagner un pouvoir qui, lui, ne reconnaît pas les défaites éventuelles qu'il peut rencontrer. Donc, c'est ça le vrai. Malheureusement, ce ne sont pas les seules options d'analyse. Sauf que vous voulez enfermer l'analyse dans cela. On pourrait faire une émission dessus. On va revenir, c'est promis. Parce que malheureusement, on est arrivé. Merci, Bombari Mbok. Merci. Merci de m'avoir accordé ce moment. Merci beaucoup. Voilà. Vous entrez par Equinoxoa. Merci. Merci. On s'est compris. Il n'entre pas le plafond. Il joue la Champions League. Il a joué la Champions League une fois, lui. Un pénal. Merci également à Maître Ndjéou. Oui. Merci. Oui, c'est un peu par lui que j'ai... Voilà. Merci. Serge Gauthier, merci d'être passé. C'est un bon bout. Ah oui, je suis allé un peu en province. Il y avait de l'élimination intellectuel là-bas. Et M. Di Bombari a fait partie des participants, professeur Emmanuel Pondy et autres. Donc, il fallait un peu se ressourcer. La science et la connaissance ne sont pas toujours au centre. Ok. Merci, Serge Bikoy. Je vous en prie, c'est jamais. Voilà. Raphaël Ndougou, merci. Venez. Chaque fois que j'aurai la possibilité de chausser les godasses, la Champions League ne se joue pas qui veut, les équipes. Voilà. Dieu pas au pouvoir. Tout à fait. Ah bon. Non, là je n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, puis sous cet angle-là. C'est votre champion. Il est là. Ok, merci madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition et qui nous soit rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Grand Batanga.